On a Oracle qui va publier ses résultats, mercredi. La dernière fois, les résultats avaient été énormément achetés et puis depuis, ça a été, la banqueroute et on va justement parler de ça, de la problématique de la bulle de l'IA. La problématique de la bulle de l'IA, c'est que tout le monde en parle et que si tout le monde en parle, c'est qu'en fait, c'est un sujet clivant et que donc il y a suffisamment de données pour en effet penser qu'il y a une certaine bulle de l'IA sur certains acteurs, mais dans leur ensemble, il n'y a pas de bulle de l'IA. Et justement, le point qui est important ici, c'est de bien comprendre et de faire la différence de la même manière que dans le marché immobilier, vous avez un marché dans le marché, de la même manière que dans le marché boursier, vous avez un marché dans le marché, et ben, sur l'IA, on a également l'IA dans l'IA. Et ce qu'il faut bien se dire et ce qu'il faut bien différencier, c'est là où il y a la bulle et là où potentiellement il n'y a pas la bulle. Parce que ce que l'on se dit, et ce qu'on se dit déjà depuis de nombreuses vidéos, je ne vais pas y revenir, c'est que on va toujours avoir énormément de capex et d'investissement des GAFAM, des magnifiques 7, et ça va continuer ces prochaines années. Donc il n'y a pas de bulle en soi, puisque ça se témoigne concrètement ces investissements par la croissance et les profits d'autres acteurs qui vont continuer. Mais pour autant, pour moi, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur la course au modèle de langage. S'il y a une bulle, c'est sur ce point-là. Et on va voir pourquoi. Et pourquoi c'est lié de toute manière et que si cette bulle-là éclate, ça aura un impact évidemment sur le reste des acteurs de l'IA, mais comme un cycle de business classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, oui, il y aura une décélération des investissements et donc, à un moment donné ou à un autre, il y aura plus de concurrence. À un moment donné ou à un autre, ça deviendra, cette course à l'IA deviendra de toute façon un marché qui sera important, mais qui sera plus en décélération de sa croissance. Toujours en croissance, mais dans une moindre mesure. Et ça, c'est une question évidemment de disponibilité des liquidités et de l'argent. Et on va y revenir. Donc en 2022, juste pour rappeler, en 2022, on a le PDG de Google qui fait son Red Alert, son code Red pour dire on est trop en retard sur ChatGPT, il faut qu'on rattrape. Et on se retrouve 3 ans après où on a Gemini 3 qui sort et tout le monde qui nous explique que ChatGPT est mort et que Gemini fait beaucoup mieux et beaucoup plus facilement et surtout que c'est lié à Google et donc lié à un paquet évidemment de business et de liens que l'on peut faire. Mais ce qu'il faut bien regarder, c'est que ChatGPT n'est pas mort. En effet, ils sont peut-être en train de perdre des parts de marché et compagnie, mais ils représentent toujours en tant que pionniers aujourd'hui la majorité de l'utilisation, la majorité, des téléchargements et cetera. Mais évidemment, vous avez le DeepSeek chinois et le Gemini qui remontent. Vous avez Perplexity aussi qui est très bon et Claude évidemment, d'Anthropic. Vous avez Copilot, mais également, on va dire, un petit peu comme précédemment, on a Microsoft qui est un peu plus en retrait. Et donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'en effet, ChatGPT a du souci à se faire, c'est qu'il a été pionnier, il a eu une croissance exponentielle pendant très longtemps, mais ça y est, la concurrence s'est organisée, et on a notamment Gemini qui commence à rattraper en termes de qualité. Donc, de plus en plus de personnes téléchargent Gemini, de plus en plus de personnes utilisent Gemini, de moins en moins utilisent ChatGPT, mais ChatGPT est toujours leader. Vous voyez qu'ensuite, on a Perplexity également qui remonte. Ce que l'on a également sur ce point ici, c'est que vous voyez que les gens passent beaucoup plus de temps sur Gemini. Et in fine, c'est quoi vraiment qui est important? C'est le nombre d'utilisations et le temps que l'on va y passer pour ensuite pouvoir créer un business autour de ça, c'est-à-dire lié avec des pubs, lié avec du sponsoring. Est-ce qu'on paiera demain le fait que j'ai envie d'être cité par Gemini lorsque quelqu'un va poser une question sur la bourse, etc. Est-ce que je vais le payer? Est-ce que ça va fonctionner également avec une recherche générique comme aujourd'hui la recherche Google et compagnie et compagnie. Donc on en est là aujourd'hui sur ces business models-là. Le problème évidemment, c'est que OpenAI a signé énormément de partenariats et on a tout un écosystème qui est lié. En soi, c'est pas dramatique en soi, mais on investit chez les uns, chez les autres, et ça fonctionne comme ça. Le moment où ça se grippe, évidemment, c'est pas parce qu'on aura investi chez les uns, chez les autres. Le moment où ça se grippe, c'est s'il y a une fraude dans les comptes, puisqu'il y aura une pression telle pour délivrer les résultats, les PDG auront peut-être pour certains d'entre eux envie de s'en mettre plein les poches, etc. Et donc, on manipulera un petit peu les comptes pour les embellir la mariée. Et ça peut toujours avoir un cas de Enron. Donc, il faut jamais dire jamais. Et puis, sinon,
le fait que tout le monde soit lié, c'est que dans cette bulle de l'IA, même si vous avez 90% des acteurs qui génèrent des profits, qui gagnent de l'argent et qui peuvent subir qu'une correction des valorisations parce que les taux d'intérêt montent, parce qu'il y a une décélération de la croissance à l'avenir, ils ne subiront pas de crack, mais ils peuvent subir un crack parce que on a des modèles de langage comme OpenAI qui ont promis énormément d'investissements, mais ils n'ont pas l'argent. Donc ils vont devoir trouver les financements. Et pour trouver les financements, ils sont obligés de conserver leur position dominante. Pour conserver leur position dominante, ils sont obligés d'investir encore plus, toujours plus. C'est la course. Tout le monde doit investir vite, rapidement, pour essayer d'arriver le pionnier, le premier. Mais in fine, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que tous ces modèles se valent. Et lorsque vous avez Gemini 3 qui sort et qu'on dit ça y est, ChatGPT est mort, 2 semaines ou 3 semaines après, vous avez une nouvelle version de ChatGPT qui est encore meilleure. Puis 3 semaines après, ça va être une version de Claude, puis une autre version. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours un espace de progression assez phénoménal, par le fait évidemment qu'on injecte des quantités astronomiques de pognon. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un modèle de langage qui, dans X mois, X années, peut vraiment avoir une telle qualité supérieure par rapport aux autres qui rend les autres obsolètes et qu'ils deviennent éventuellement le MySpace contre Facebook, le BlackBerry contre les smartphones qui a été lancé par Apple, le Kodak qui loupe le virage peut-être en ne voyant pas en ne voyant pas une amélioration qu'il lui-même a créée, mais qu'il ne prend pas le virage. Donc voilà, vous voyez bien que quand on regarde ces langages, ces modèles de langage, j'ai du mal à voir comment on peut en faire un mode, comment on peut en faire une position dominante, si ce n'est qu'en le liant à tellement d'autres produits que, on utilise, qu'on est obligé d'utiliser le modèle de langage de cette entreprise-là et que ça crée un écosystème dans lequel, comme Apple sait très bien le faire, dans lequel on ne peut pas vraiment sortir. Donc ça crée, un effet réseau, mais également un effet d'ancrage puisque même si un autre modèle de langage, à un moment donné, devient supérieur, ça ne vaut pas le coup pour moi de changer, tous mes trucs, de passer beaucoup de temps et peut-être de l'argent pour changer juste pour avoir un gain relatif en termes de performance ou de qualité de réponse, ou qualité des process et compagnie. Donc pour moi, c'est ça qu'il faut bien comprendre. La bulle aujourd'hui, elle est sur des acteurs de modèles de langage qui dépensent énormément d'argent, qui ont des chiffres d'affaires qui sont en croissance, mais qui ont de l'endettement énorme, à des taux d'intérêt qui sont quand même importants. Et donc, à un moment donné, s'il y a une décélération des croissances et qu'on coupe les robinets et que ces entreprises-là ne s'introduisent pas en bourse pour pouvoir se financer, il va y avoir un manque de financement qui va boucler la boucle et créer la décélération. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est comme tout nouveau cycle? Ces décélérations de croissance, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, on a les petits acteurs en règle générale qui meurent, on a les gros acteurs qui essayent de faire des fusions et acquisitions ou qui essayent de racheter des plus petits acteurs à pas cher pour pouvoir les intégrer. Bref, on a une consolidation du marché. Et c'est le cycle de vie normal d'un business. Donc, au-delà de parler d'une bulle, d'un crack, etc., il faut bien aujourd'hui faire la séparation entre les business, les vendeurs de pelles, les vendeurs de puissance de calcul, les vendeurs d'énergie, qui, de toute manière, que l'IA fonctionne ou pas, continue de vendre et continue de faire des profits. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir des survalorisations sur ces acteurs-là, mais c'est parce qu'on décide de les payer un premium, parce qu'elles ont des croissances, que les investissements vont continuer, mais vous avez quand même des fondamentaux derrière. Et puis à côté de ça, on a OpenAI et d'autres groupes où certes, on a en effet les résultats qui sont en croissance exponentielle, mais ça continue de perdre de l'argent. Les cash flows sont de plus en plus négatifs et vont continuer de l'être. Donc il suffit d'une petite pierre dans le roulement pour faire dérailler le train à ce moment-là, parce que vous vous retrouvez avec des pertes qui sont trop colossales et éventuellement la question de OK, comment on va gagner de l'argent sur tout ça? Ici, vous avez toutes les entreprises avant qu'elles génèrent leur premier dollar de profit, les montants qu'elles ont dépensés. Et on voit bien, alors il faut prendre en compte l'inflation, bien entendu, entre 2000 et les 2020, 2027, 2030. Il faut prendre en compte qu'il y a probablement eu sur la période 80-90% d'inflation, donc il faudrait multiplier les dépenses que Amazon a pu faire par deux. Mais même si on fait ça, même si on prend en compte l'inflation, on voit bien que l'argent qui est dépensé actuellement par des modèles de langage, sans savoir s'ils réussiront à devenir profitables ou pas, est énorme.
Et sur OpenAI, on peut se poser la question. Sur Gemini encore, on sait que, bah, on a Google derrière. Sur Anthropic, on a des investissements. Sur OpenAI, on sait que Microsoft investit. On sait que tout est lié, tout le monde investit chez tout le monde, mais in fine, quel va être le véritable gagnant? Est-ce qu'il y aura un modèle de langage qui sera le gagnant et qui tuera tous les autres de la même manière que Google a tué Yahoo? De la même manière que Google a tué Internet Explorer, de la même manière que, Netscape a fait faillite. C'est ça les vraies questions aujourd'hui à se poser. C'est que dans cette bulle-là, il y aura forcément un Netscape, il y aura forcément un BlackBerry, il y aura forcément un Enron, donc une fraude à un moment donné. Il y aura forcément un Wirecard, là aussi une autre fraude, c'est-à-dire il y a énormément d'investissements qui sont placés, ils peuvent être mal investis, donc on n'a pas le retour sur investissement que l'on attendait, ou on a du pognon qui disparaît à un moment donné, fraude. Et puis il peut y avoir voilà, le BlackBerry qui se fait complètement disrupter, et puis il peut y avoir le Kodak qui à un moment donné, c'est ça, c'est on décide de continuer d'investir dans cette fuite en avant ou pas. C'est la stratégie d'Apple aujourd'hui. Est-ce que je préfère pas garder mon cash, quitte à payer une solution comme celle de Google, en attendant peut-être de pouvoir créer des produits autour et de laisser les autres investir à ma place, prendre le risque à ma place et peut-être réussir à créer des produits et de la valeur ajoutée, ben, juste en payant des royalties par rapport à ce que je vais utiliser, mais pas en ayant pris le pari et le risque de cette course en avant. Est-ce que c'est ça le vrai gagnant? Ou est-ce que c'est le risque de ne pas avoir fait cette course en avant et d'être complètement relégué dans l'espace de quelques années? Donc on voit bien le tri qui est en train d'être fait par le marché. Vous voyez que l'IA est un marché dans le marché. On a d'un côté les Google, les Broadcom et tous les, et tout l'écosystème qui va être lié à cela, qui continue de performer. Et à côté de ça, tout ce qui va être lié à OpenAI, donc les Microsoft, les CoreWeave, les Nvidia qui est un peu lié à tout le monde, mais les SoftBank, les Oracle, bref, ceux qui sont vraiment très dépendants de la réussite d'OpenAI, ben, on voit qu'ils ont subi une correction de marché assez importante. Et on le voit bien, le différentiel qui a été fait à partir d'octobre. Donc le marché est bien en train de trier les patates et est bien en train de séparer à l'intérieur même du marché et de la bulle de l'IA, il est en train de séparer la qualité des dossiers. Ça, c'est quelque chose de très sain. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir les résultats d'Oracle mercredi. Puisque Oracle, tout le monde se fait du souci sur son taux d'endettement, par rapport, évidemment, si OpenAI réussit ou pas à obtenir des financements pour continuer d'investir. Et ça, voilà, ça va commencer à faire le lien. C'est ça qui est important de voir. C'est finalement dans cette bulle de l'IA de bien comprendre que le problème, c'est qu'il y a une partie qui n'est pas en bulle. Au mieux, elle est au pire, je dirais, elle est survalorisée, mais c'est lié aussi qu'on accepte de payer des premiums et qu'il y a des flux entrants. Et au pire, voilà, sur le reste, il y a une vraie bulle de l'IA parce qu'il y a une vraie question qui se pose, c'est il y a de l'endettement avec des taux qui ne sont pas, mineurs, hein. On est à 4, 5, 6%, 7% selon, les dossiers et selon les projets qui sont mis en place. Donc vous n'avez pas non plus de quoi vous retourner si jamais ça ne fonctionne pas. Donc tant qu'il y a des liquidités sur le marché, ça va bien, mais à un moment donné, si ces liquidités-là se, resserrent, que OpenAI a peut-être loupé le coche, peut-être pour s'introduire en bourse et avoir suffisamment de sous-sous, pour faire face. Si les, GAFAM sont obligés de réduire leur, CAPEX à l'avenir, parce qu'elles ne peuvent pas s'endetter autant que ça, parce qu'éventuellement leur flux également, leur flux de trésorerie, diminue parce que on a une économie en décélération. Bref, un certain nombre de points qui peuvent pousser un petit peu tout l'écosystème en décélération et certaines fraudes et certaines, faillites éventuellement qui seront tout à fait normales, je dirais, dans le cycle de vie des business, auront des répercussions énormes puisque les montants dont on parle, relativement évidemment par rapport à toutes les bulles ou tous les cycles de marché nouveaux que l'on a pu avoir sont, tout à fait énormes. Et ça peut créer des volatilités impressionnantes sans même que l'on puisse parler, voilà, que, c'est un crack. Alors tout le monde parlera du crack parce que ça baissera de 30, 40, 50%, mais ce qu'il faudra bien se dire, c'est relativement par rapport de là où on vient, ça sera des retracements qui seront en fait des retracements correctifs. Et c'est là où en fait il va falloir changer un petit peu les définitions que l'on a, parce que le marché qui a été créé ces 15 dernières années, c'est un colosse, colosse éventuellement au pied d'argile, mais qui doit faire redéfinir un petit peu ce qui est une correction de marché, c'est au-delà des 20% de baisse, et ce qui est un crack de marché,
c'est plus 30% ou 40% de baisse, ça sera un vrai crack, ce sera 70 ou 80%. Donc c'est pas sûr qu'on ait, des vrais cracks éventuellement, puisque en face, on voit bien que les économies sont de plus en plus dépendantes des marchés boursiers. On pousse les gens à investir de plus en plus en bourse, surtout aux États-Unis, donc tout le monde est très dépendant des marchés boursiers, tout est très concentré et donc en gros, ça vous oblige et on est en too big to fail et ça vous oblige, les banques centrales et les États, à sauver, le moindre manque de liquidité. Jusqu'où ce type de choses peut pousser, c'est une autre question qu'on pourra aborder dans une autre vidéo, pour la prochaine décennie, parce que ça va beaucoup plus loin que ça va se poser des questions sur la démographie, mais également se poser des questions sur le clivage politique actuel que l'on a, dans énormément de pays occidentaux. Ça c'est et de se projeter sur ça. Donc l'idée ici, c'est bien de se dire qu'il y a une bulle de l'IA, mais en même temps, il n'y a pas de bulle de l'IA. C'est un marché dans le marché. Et il y a un certain nombre de questions qui se posent. Et oui, les niveaux d'endettement, oui, les niveaux de taux d'intérêt commencent à devenir problématiques, mais il y a encore du pognon, il y a encore des investissements, il n'y a pas de décélération du marché. C'est ça qu'il faut regarder. Et évidemment qu'il y a des maillons faibles, évidemment qu'il y aura à un moment donné des Enron, évidemment qu'il y aura un Escape, évidemment qu'il y aura un Kodak, etc. Le but du jeu, c'est de savoir qui est qui. Et ça, je fais appel à vous, justement, suite à cette vidéo, dans les commentaires. Mais dites-moi, qui selon vous est le Enron, potentielle fraude? Qui selon vous est le Netscape ou le futur MySpace, qui se fera complètement disrupter et qui, même en étant pionnier, hein, BlackBerry, MySpace, Kodak sont des pionniers, eh ben, ils se sont fait complètement disrupter. Donc dites-moi un petit peu, qui est qui, selon vous, dans cette bulle de l'IA pour les prochaines années? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine et dans les commentaires pour savoir un petit peu qui est qui et ce que vous en pensez. Salut les graphes.